Donc c'est parti. Donc moi je vais vous parler plus d'infrastructures aujourd'hui et notamment de PXE. Ou pas. Si. Voilà. Du coup le plan, donc on va parler de moi d'abord parce que voilà, on aime bien parler de moi. De la problématique, de PXE et de Docker. Et puis une petite conclusion. Donc tout d'abord, qui je suis? Donc je m'appelle Arnaud Brunet, je suis architecte logiciel au gouvernement, à la DTSI. J'ai 10 ans d'expérience, un peu plus de 10 ans, dans le développement. Donc moi, je fais des applications, hein, grosso modo. Ça fait 10 ans que je fais ça. Si vous me cherchez un peu sur Internet, notamment sur GitHub, je m'appelle Gronono. Par contre, qu'est-ce que je ne suis pas? C'est important. Moi, je ne suis pas un Ops, je suis un Dev parmi le DevOps. Et du coup, je ne suis pas sur un gars des infras, mais je vais quand même vous parler d'un sujet infra aujourd'hui. J'utilise pas PXE au quotidien, mais je vais vous en parler aujourd'hui. D'accord? Je ne suis pas un spécialiste Docker, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Et surtout, une chose importante, un petit disclaimer. Aujourd'hui, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc je n'engage pas le gouvernement dans ce que je vais dire. D'accord? Je ne sais pas s'il faut le dire, mais je le dis. Donc la problématique, quand on parle de Docker aujourd'hui, en fait, on pense un peu à ça. Donc on pense à des machines physiques sur lesquelles il y a des OS, sur lesquelles il y a un Docker Engine, et à l'intérieur, il y a nos conteneurs, où on met un hyperviseur entre les deux, suivant ce qu'on veut faire. Pendant toutes les sessions aujourd'hui, puis globalement, quand on cherche sur Internet, en fait, on se focalise sur la partie du haut du schéma. D'accord? Donc on parle du Docker Engine, on parle des conteneurs, on parle de comment on va orchestrer nos Docker Engine entre eux. J'ai un super accent anglais, donc je dis engine, désolé. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de voir, c'est parler un peu de la partie du bas, d'accord? Surtout la partie operating system, OS, et comment je fais tourner mes Docker dans l'OS. Donc la question, c'est, comment on gère l'OS? Au début, on le gère à la main. Ok, donc j'installe ma machine, d'accord, j'installe classiquement ma machine, j'installe classiquement mon OS, et dedans, j'installe mon Docker dedans. Donc ça va bien quand j'ai un petit parc de machines, d'accord, quand on est à la maison, ça va bien, quand on est en dev sur notre machine, ça va bien. Par contre, quand on arrive à ce stade de machine, là, ça va un peu moins bien. Je ne vais pas passer mon temps à repasser sur toutes les machines. Voilà, donc du coup, c'est ça la problématique qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Quand je dis machine, c'est aussi bien machine physique que machine virtuelle. La problématique est la même. Du coup, je mélange le terme machine en général. Voilà. Donc, du coup, une des solutions, parce qu'il y a d'autres solutions pour résoudre cette problématique, c'est PXE. Je crois que je n'ai pas mis mon chrono. Du coup, PXE, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de démarrer les machines à travers le network, donc sur le réseau. D'accord. Dans l'image là, du coup, j'ai un serveur qui tourne sous Linux et je démarre mes machines directement sous Linux sans rien faire. PXE, ça veut dire Pre-boot Execution Environment. Du coup, c'est un environnement d'exécution avant le boot. Donc, c'est une petite partie qui est dans votre BIOS, d'accord, sur vos machines, qui s'exécute quand on sélectionne booter par le résew. C'est pas nouveau, et avant, il y avait d'autres solutions, notamment propriétaires, puis après, il y en a eu quelques-uns d'autres. Ça a apparu dans la fin des années 90, PXE, et depuis, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, c'est IPXE qu'on retrouve sur nos machines. Mais globalement, c'est la même chose. À quoi ça sert? Je suis peut-être un peu vite, non? À quoi ça sert? Ça permet, comme je l'ai dit, du coup, de démarrer sur le network, et donc ça permet de démarrer les PC sans disque dur. D'accord? Donc ça a plein d'avantages de démarrer les PC sans disque dur. Ça permet de tester plein d'OS. Ça permet de fournir des outils de diagnostic. Donc ça me permet de démarrer ma machine qui ne marche pas à travers le réseau pour savoir pourquoi elle ne marche pas, par exemple. Et ça me permet aussi d'installer l'OS sur la machine, donc si elle a un disque dur, sans avoir le support physique. Donc sans avoir le CD-ROM ou la clé USB maintenant. Voilà. Donc je la boot sur le réseau, et puis du coup j'installe l'OS directement. Pour un service d'infrastructure, je pense que ça a d'autres avantages, notamment de gérer tous mes OS de façon centralisée. D'accord? De gérer de façon centralisée que telle machine elle va tourner sur
sur tel OS, et puis ou que telle machine au pluriel vont tourner sur tel OS, de les mettre à jour à un endroit unique, et mes machines à se mettre à jour plus ou moins de façon automatique ailleurs. Ça me permet d'ajouter une nouvelle machine sans me préoccuper, sans avoir la phase d'installation. D'accord, par exemple. Donc du coup, je branche ma machine, je la branche sur le bon réseau, et c'est parti. OK. Et donc, ça me permet aussi de déplacer mes machines, par exemple. En fonction de, je la prends du réseau dev, je la branche sur le réseau de prod, je l'allume, puis ma machine, elle est en prod. Et elle tourne avec les outils de prod, et puis les outils de dev. Ça permet ce genre de choses. Comment ça marche? Eh ben, Jamy dirait que c'est pas sorcier, mais ça l'est un peu. Du coup, on a un client PXE, donc c'est notre BIOS. Quand on démarre la machine, en fait, il va commencer par crier sur le réseau. Il va crier « Ouh, je suis nouveau ». Il y a un serveur DHCP qui va lui donner un nom, enfin une IP, et un nom, et qui va lui dire aussi, si tu veux booter, en fait, il faut que tu contactes quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est un serveur TFTP. Donc un serveur TFTP, c'est comme un serveur FTP, en plus light, avec beaucoup moins de fonctionnalités. En gros, c'est un serveur de fichiers. Et donc, le client PXE a contacté ce serveur-là. Ce serveur va lui retourner un petit fichier qui s'appelle PXE Linux 0, en fait, qui est un espèce de MBR, donc un espèce de boot. D'accord. Donc, à partir de ce fichier-là, mon BIOS, ma machine va commencer à pouvoir booter. D'accord. Mais elle ne va pas encore booter sur l'OS, en fait. Du coup, elle va commencer à booter. Elle va récupérer aussi, ce qui n'est pas marqué là, un fichier qui peut contenir un menu. Voilà. Du coup, ça ressemble un peu à Grub, si on fait un menu. Du coup, on va pouvoir choisir nos OS, etc. Après, dans la démo que vous verrez après, moi, il n'y a pas le menu, parce que ça ne sert à rien. Enfin, je considère que ce n'est pas le but. Pardon. Les interfaces, il n'y en a pas besoin. Du coup, après, on récupère quelques fichiers. Notamment, du coup, on récupère le fichier VM Linux, qui est le noyau Linux. D'accord. Comme quand on boot normalement un Linux, en fait, il y a le noyau qui est chargé au démarrage. Et puis, un système minimaliste, init rd, qui va permettre de faire le boot du système Linux. Et après, en fait, on va pouvoir le client va récupérer d'autres fichiers. Alors là, à partir de ce moment-là, il n'est plus obligé d'utiliser TFTP. Voilà, il peut utiliser du HTTP ou du NFS, etc. Et après, on boot. Voilà. C'est pas si sorcier que ça. C'est un peu beaucoup d'étapes. On va faire une petite démo après. Du coup, ça va aller super vite, ma présentation. En pratique, il faut du coup au moins 2 machines, un serveur et un client. Après, dans les faits, normalement, des clients, on en a plein. Il faut un serveur DHCP, un serveur TFTP, puis du coup, si on a besoin, un serveur NFS ou HTTP ou autre, tout type de serveur. On fait une petite démo. Pardon. Alors, j'ai pas 12 millions de machines avec moi, d'accord. Donc, j'ai emmené VirtualBox pour me créer mes machines. Si je crée une nouvelle machine, on va le faire ensemble. Pardon. Tac, bon, tac. Perdu. Je ne mets pas de disque, évidemment. Voilà. Si je l'allume, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passera rien parce que, par défaut, VirtualBox, il n'active pas la connexion par réseau. Voilà. Il me dit qu'il n'arrive pas à booter. Ok. Système. Parce que par défaut, le réseau n'est pas activé. Si je la boot. Ce qui se passe, on voit que là, il y a un truc qui se lance, qui s'appelle IPXE, comme par hasard. Et du coup, pardon. C'est bizarre, il l'a gardé. Et du coup, on voit ici, il fait un broadcast. Donc là, il y a un serveur DHCP. Oh là, je n'aurais peut-être pas dû le lancer. Il y a un serveur DHCP qui lui répond.
D'accord? Donc c'est celui de la CCI, forcément. Et il lui répond que le prochain serveur, donc le serveur TFTP, c'est le 10.0.2.4. Allez répondre. Et qu'il faut qu'il charge le fichier test PXE. Bon, a priori, j'ai pas le droit. Tant mieux. Sinon, ça aurait été bizarre. Un des moyens pour éviter ça, c'est faire un réseau interne. Du coup, je reste là, interne à VirtualBox. Voilà, ce que j'aurais dû faire au début. J'espère que j'ai pas mis la grouille dans leur système. Du coup, voilà. Donc là, il y a IPXE qui se lance. Donc il envoie une requête DHCP, donc il la broadcast sur le réseau. Il dit qu'il s'appelle 080027, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a personne qui lui répond. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de, là, il n'y a pas de serveur PXE. Il n'y a pas de serveur DHCP. D'accord? Donc maintenant, je vais allumer mon serveur PXE. On verra après ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, on l'allume juste. Voilà. Donc pareil, il lance sa requête DHCP. Donc normalement, il y a quelqu'un qui lui répond. Il a récupéré le prochain serveur, c'est le même, et il commence, à booter la machine. Donc c'est un boot Linux classique. Et là, j'arrive sur un OS, en fait, qui est totalement... qui a été choisi par le PXE, de façon automatique. Et je peux me connecter dessus. Alors, comme on est en démo, hein, j'hésite pas à utiliser route. Hein. C'est vite. Voilà. Mais dans la vraie vie, il ne faut pas le faire. Hein. Je suis un professionnel, comme on dit. Voilà, du coup, là, j'ai un OS opérationnel. C'est des slash. OK. Donc, pour l'instant, j'ai rien dedans. Donc ça, c'est mon client PXE. Derrière, j'ai mon serveur PXE qui tourne. Et ça, c'est mes slides. Donc mon client, il n'avait pas de disque dur. Hein. D'accord, je vous le remonte. Mon client qui est là. Machine. Configuration. Stockage. Bon, il a un lecteur CD, mais il est vide. Et puis il n'a pas de disque dur. Et ça ne m'empêche pas de faire tourner un FreeOS dedans. Okay. Voilà. Vous me croyez que c'est un vrai OS ou pas? Oui, d'accord. Ok. Sinon, je trouve une autre commande plus pertinente que ls. Bah, je peux faire, par exemple, un apt cache, search. D'accord? Ou je peux faire un apt install, etc. Par contre, on verra juste après. Voilà. Donc j'ai un vrai OS. Qu'est-ce que j'ai sur mon serveur? Donc mon serveur, c'est une Debian, tout ce qu'il y a de plus minimaliste possible. D'accord. Donc là, je suis bien sur mon serveur. Pardon. Je suis bien sur mon serveur en haut, en fait, PXE serveur. Ok. Donc pareil, je me connecte en route. Hein. Donc c'est une Debian, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon serveur? Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai un serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est DNS Mask, okay, parce qu'il est très simple d'utilisation. Après, peut-être que dans la vraie vie, on n'utilisera peut-être pas celui-là, parce qu'il y a quand même des petites limitations avec. Mais voilà, pour la démo, c'est pas mal. Et surtout, ce qui est pas mal avec lui, c'est qu'il inclut aussi la partie TFTP. On va aller jeter un petit coup d'œil à sa conf. Du coup, j'écoute sur l'interface ETH0, okay, pour pas qu'il écoute sur toutes mes interfaces. Parce que en fait, là, ici, mon serveur PXE aussi, il me sert de gateway pour aller sur Internet. D'accord. Donc les clients que je booterai par PXE, en fait, ils iront sur Internet par ce serveur-là. Donc ici, c'est un serveur DHCP, donc je dis que j'ai une range d'IP, donc on va leur attribuer à mes clients des adresses entre 10 et 100.
sur le masque 24. Je donne mon petit fichier de boot, là, le fameux PXE Linux 0. Ici, ça, c'est la configuration de la gateway. Donc, je dis que, du coup, quand vous récupérez votre adresse, ben, votre gateway, c'est 1.1. Donc, 1.1, c'est le même, mais ça pourrait être un autre. Hein. Celui-là, je désactive l'IP forwarding. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai eu besoin de le faire. Bon, ça, c'est pas grave. Ici, j'active TFTP. Donc, pour avoir un serveur TFTP avec DNS Mask, j'ai juste à mettre cette ligne-là et la ligne du dessous. Du coup, c'est quand même sympa, ça évite d'installer un autre outil. Je dis que TFTP, il sert les fichiers de SRV TFTP. Voilà. Et je lui dis de ne pas utiliser le fichier par défaut pour résoudre les DNS, en fait. DNS Mask qui utilise le fichier host, ETC host. Donc là, je lui dis de ne pas le faire, mais d'utiliser un autre fichier. Bon, c'est ce petit détail. Puis je dis qu'après, mon domaine, c'est LAN. Et là, je vois pas ce que je tape. Ok, j'étais déjà sorti en fait. Donc ça, c'est mon serveur DHCP et TFCP. Et après, du coup, j'ai ma configuration de PXE. Donc je lui ai dit de servir les fichiers qui sont dans SRV TFTP. D'accord. Dans ce dossier-là. Vous voyez bien ou vous voulez que j'agrandisse? Bon, je peux agrandir sinon, pas de souci. Pardon. Du coup, dans ce dossier-là, j'ai plusieurs fichiers. Donc j'ai le fameux fichier PXE Linux 0. Et à côté de ça, j'ai un... Là, on ne voit pas très bien, mais j'ai un dossier qui s'appelle pxe linux.cfg. C'est un dossier. Alors, si je fais un ls color, je crois que ça devrait marcher. Voilà. On voit bien que c'est un dossier. C'est un Debian de base, du coup, il n'y a pas les alias. C'est un peu embêtant. Et dedans, j'ai un fichier default qui contient la configuration par défaut de mon boot PXE. Okay. Mais dedans, je peux aussi avoir des fichiers par adresse MAC, par exemple, pour charger un OS spécifique sur une machine spécifique. D'accord. Là, le default, c'est le comportement par défaut. Faut pas s'inquiéter, il y a des choses dedans. Le vidéoprojecteur a une résolution plus petite que mon écran normal. Ordinaire. Donc là, ce que je lui dis dans le fichier défaut, c'est que par défaut, bah, tu sers l'entrée qui s'appelle Debian. Donc c'est là, ici, c'est dans ce fichier-là que je vais pouvoir avoir plusieurs entrées et donc avoir un menu, d'accord, pour sélectionner quelle est l'entrée que je veux choisir. Donc je sers l'entrée Debian. Donc l'entrée Debian a dit qu'il faut servir le noyau qui s'appelle FVM Linux, qui est à la racine du TFTP. Et qu'il faut booter avec init rd machin, et que le système là ici c'est du NFS, d'accord. Et donc le système il se retrouve plus loin là-bas, et le là-bas il est défini juste après. Et j'aurais retrouvé ma souris. En fait, le là-bas c'est celui-là, donc c'est encore le 192.168.1, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et après, c'est /pxe en écriture. C'est un peu gênant, là, l'histoire des... Voilà, et puis après, il y avait un timeout à 0, je ne sais pas si vous avez vu. Du coup, ça évite d'attendre et qu'il boot tout seul. Du coup, le NFS, donc j'ai aussi un serveur NFS sur la machine. Donc le NFS, il est configuré comme ça. En gros, on exporte juste le dossier pxeroute/pxeroute et on autorise tout le monde sur le réseau à y accéder. Et après en écriture, etc. Et si je regarde ce qu'il y a dans pxeroute,
Ici, en fait, j'ai un OS classique Linux. Donc j'ai un / OS classique Linux. Voilà. Il y a des outils pour le générer. D'accord. Debian, il fournit un outil qui permet de... En fait, il télécharge une image et puis décompresse tout ça dans un dossier. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire des copies un peu bizarres. Voilà. Voilà. Du coup, c'est cool quand même. Donc, je vais pouvoir booter une machine sans réseau. Je vais pouvoir, suivant les machines, donc suivant des règles, suivant par exemple l'adresse MAC, qui est une règle souvent, affecter tel ou tel OS. D'accord. Je vais pouvoir modifier cet OS. Quand je redémarre la machine, il va être pris à chaud, la modification. D'accord. Voilà, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Et du coup, on va pouvoir le lier avec Docker. Donc, qu'est-ce que, dans la vision des choses, c'est une machine, du coup, c'est un OS qui est chargé par PXE, et du coup, on charge qu'un seul, que Docker Engine dedans. Du coup, on va modifier notre OS. Donc, je vais éteindre test. Sur mon serveur, je vais modifier mon OS pour ajouter Docker. OK. Pour ça, en fait, je vais faire un chroot. Donc chroot, ça permet de rentrer dans une arborescence Linux comme si... en fait, ça permet de changer le root, donc de changer mon arborescence Linux initiale, mais tout en utilisant le kernel initial. Donc je rentre sur une espèce de machine, sur un autre OS, en fait, sur une autre machine. OK. Donc là, le dossier s'appelle chroot, c'est pour ça qu'il y a 2 fois chroot. Du coup, là, mon slash, maintenant, c'est le slash de ma machine qui sera bootée par PXE. D'accord. Le root, c'est plus mon root de ma machine qui contient mon serveur PXE, mais c'est bien celui de ma machine qui sera servi par mon serveur PXE. OK. Et du coup, là-dedans, je peux faire des commandes. Et les commandes que je vais effectuer vont être faites sur l'OS cible que je vais servir plus tard. Donc si je fais un apt-get Docker Engine, installe peut-être. Bon, il va me dire qu'il est déjà installé, d'accord, parce que j'ai pas pris le risque de ne pas l'installer. Mais sinon, il l'aurait téléchargé, etc. Voilà, donc je vais pouvoir installer toutes les commandes que je veux sur cet OS-là. Donc par exemple, si je veux installer du Puppet, je peux installer du Puppet démon là-dessus. Enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux, en fait, installer. Si j'ai besoin d'installer mes outils de monitoring dessus, je vais pouvoir. Si j'ai besoin d'installer... alors, je vais pouvoir faire ce que je veux, mais pas tout, en fait. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire, c'est les modifications du noyau Linux dans cet OS-là, parce qu'en chroot, j'utilise bien mon noyau Linux de ma machine source. Bon, après, il y a des outils pour régénérer les fichiers init, rd et VM Linux, si besoin. Tac, voilà. Donc maintenant, je peux booter ma machine, mon autre machine. En chroot aussi, j'ai pas réussi à lancer, enfin j'ai pas beaucoup cherché, on va dire, mais j'ai pas réussi à lancer un Docker dedans. J'ai l'impression que Docker il lance un chroot aussi, donc je sais pas trop. Donc voilà, lancer Docker à l'intérieur d'un chroot sur la machine, etc. C'est une mauvaise idée. Ça casse le Docker en plus. Il faut le réinstaller après. Du coup, on lance ma machine et donc là j'ai accès à mon Docker. D'accord. Et je vais pouvoir lancer mes Docker Run. Hello World, tout ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Ok. Donc ça s'arrête, on a l'impression que c'est une erreur, mais ça veut dire que ça marche. C'est marqué Hello from Docker, et ce message fait que ça marche. Voilà, c'est cool. Hein. Et donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est installer, comme on peut installer les outils qu'on veut, pourquoi pas installer directement tout ce qu'il me faut, tous mes outils,
pour que ma machine s'auto-enregistre dans un cluster Docker. D'accord? Un client, un Kubernetes, par exemple. Alors, je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Il n'y a pas de démo là-dessus. Mais pourquoi pas? Il y a marqué point d'interrogation, cluster dynamique, point d'interrogation. Je vais pouvoir aussi, comme ma machine se lance de façon autonome, en fait, je vais pas, à chaque fois que je la lance, en fait, finalement, je réinitialise un peu mon OS. Du coup, je vais pouvoir aussi exécuter des commandes au lancement, d'accord, qui seront exécutées qu'une seule fois. Voilà. Voilà. J'ai bientôt fini. Je vais dériver un peu. Je vais parler un peu de CoreOS, mais vite fait. Tous les, c'est le logo, enfin bon, bref, que tu avais tout à l'heure sur ton truc, sur ton PC. Ah, merci. C'est celui-là. Ça, c'est CoreOS. En fait, je me suis embêté, parce que là on l'a pas vu parce que tout est préinstallé, mais je me suis embêté à installer une Debian minimale. Je me suis embêté à installer un Docker sur l'OS que je sers, etc. Du coup, je ne me suis pas embêté, mais j'aurais pu m'embêter à inscrire dynamiquement ma machine dans un cluster Docker. D'accord? Il y a des gens qui sont embêtés à notre place, hein. Et c'est notamment CoreOS. J'éteins ça. Alors, comme je n'ai pas fait de menu, pour choisir quel OS je boot, j'ai fait une autre machine. Mais, donc, c'est la même machine que mon serveur de tout à l'heure, sauf qu'au lieu de servir le default, elle sert un CoreOS. Je me suis logué, mais je n'ai pas besoin en fait. Alors CoreOS, c'est quand même un peu plus gros qu'une Debian minimaliste. D'accord? Donc ça met un peu de temps à télécharger les fichiers. Pardon? Oui, par contre, la différence, c'est que tout à l'heure, moi, mon OS, il était en NFS, d'accord? Donc il était stocké quelque part sur des disques, d'accord? Donc, notamment sur les disques du coup de mon serveur PXE, mais il y aura peut-être ailleurs. CoreOS, l'OS, il est en RAM. Il est entièrement en mémoire. Okay. Donc du coup, c'est plus long à le récupérer. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. Voilà, c'est parti. Voilà. Du coup, là, je suis sur un CoreOS, donc je suis plus sur ma Debian de tout à l'heure. Notamment, on le voit très bien, c'est que mon clavier il est passé en QWERTY. D'accord. Et CoreOS, ils ont dit qu'ils installeraient jamais Azerty dessus. Donc voilà. Donc je vais avoir un peu de mal. De plus, tout à l'heure, je me connectais en route. Là, j'ai configuré pour que je sois auto-connecté. Et par défaut, il y a un utilisateur. On n'est pas route. Il s'appelle Core. Donc voilà. Donc on voit bien que j'ai changé d'OS. Et du coup, j'ai accès à Docker directement. Donc c'est pas moi qui l'ai installé, hein, Docker. Il est fourni avec. Si je le lance. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Pardon? Ouais, c'est fait pour SSH, on y arrive. Voilà. Alors, comme c'est un OS en mémoire, contrairement à tout à l'heure, il ne bénéficie pas du cache. Donc, il l'a téléchargé. Et il a dit quoi? Il a dit que ça marche, d'accord. Ça fait peur, mais en fait, la première ligne dit que ça marche. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, c'est fait pour se connecter en SSH, évidemment. C'est dommage parce que j'avais son IP tout à l'heure. Comment je fais pour remonter? Au début, il affiche. Vous ne voyez pas mon doigt, pardon. Et comme il n'y a pas le curseur, voilà. Au début, il affiche l'IP, en fait, CoreOS. Comme c'est fait pour se connecter. Pardon. Du coup, il faut peut-être que je la prenne.
C'est la 38. Ok. Je devrais pouvoir m'en souvenir. Voilà. Donc je suis toujours avec mon OS en mémoire, d'accord. Dans CoreOS, j'ai fait aucune modification de l'image fournie officielle, ok. Et ça marche pas. SSH, core. Ah. Bah, du coup, on va pouvoir voir comment ça marche la configuration. C'est une bonne idée. Du coup, la configuration de CoreOS, ça se configure via un fichier qui s'appelle cloudconfig.yaml. D'accord. Donc l'OS reste le même. Et après, on fait toute la configuration dans un fichier YAML. Donc sur mon serveur PXE, quand je boot, d'accord, donc c'est le fichier default de tout à l'heure, hein, sauf que là, il est paramétré pour CoreOS. Okay. Quand je boot, bah, sur la ligne de commande du boot, je spécifie où il va aller chercher son fichier de configuration. Donc là, il va le chercher sur un serveur HTTP. Donc le serveur HTTP, bah, c'est encore mon serveur PXE, mais potentiellement, c'en est un autre. Hein. Et donc, il va le chercher vers... j'ai un Apache comme serveur, je crois, sur celui-là. Du coup, c'est encore un fichier YAML, en fait. Dans le monde de Docker, ils aiment bien les fichiers YAML. Ah, mais c'est normal qu'il ne marche pas, celui-là. Ok. C'est pas le bon fichier. C'est pas celui-là. Vous savez que je vais pouvoir trouver le bon fichier maintenant. Voilà. Alors, je suis désolé, on va être obligé de se refaire un démarrage. Enfin, on est obligé après. Pardon? J'entends pas. Comme je dis, hein, moi je viens du développement. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure, voilà, on parle pas le même langage des fois. Désolé. Mais je l'avais où cette commande? Ah oui, comme j'avais accès en autologin, bah oui, exact. Autant pour moi. Donc il permet une configuration, donc je commence par la dernière ligne du coup, il permet une configuration via un fichier YAML. Dans ce fichier YAML, on va définir les clés SSH qui sont autorisées à se connecter au serveur. D'accord. Donc ça, c'est la partie qui ne marche pas dans l'ancien fichier. Là. Mais donc c'est la partie que je vais vous montrer que ça marche quand même. On va pouvoir définir ce qu'on appelle des services. D'accord. Donc des services au sens système CTL, des services Linux. D'accord. Donc le nouveau système de boot hein, des services. Et du coup, dans ces services-là, c'est là où on va mettre nos docs. Ok. Donc dans ce fichier YAML, on va pouvoir définir quels sont les docs que je veux lancer par ce CoreOS-là. Dans ce fichier-là, je vais aussi avoir d'autres choses, la gestion de mes utilisateurs, par exemple. Ce fichier-là, il est servi en HTTP. D'accord. Donc il peut être généré dynamiquement en fonction de qui l'appelle, qui appelle le service HTTP. D'accord. En fait, côté serveur, je peux récupérer l'IP, le nom de la machine, je peux récupérer un header particulier si j'ai besoin, je peux récupérer plein de trucs et je peux générer ce fichier-là. Okay. Ce n'est pas forcément le même pour toute mon infrastructure. Ok. Voilà, donc il y a contenu en service. CoreOS, parmi les avantages de CoreOS par rapport à la solution Debian que j'avais fait bidouiller à la main, il inclut 3 briques.
Donc une brique qui s'appelle Flanel, qui permet de gérer automatiquement le réseau. Donc quand on boot la machine, c'est lui qui gère tout ce qui est domaine, tout ce qui est réseau, etc. Là où avec le Debian à la main, bah, il faut un peu bidouiller, notamment pour spécifier le hostname de façon dynamique. Sinon, toutes mes machines récupèrent le même hostname. Voilà. Il propose un service qui s'appelle Flea. C'est là où mon accent anglais est très fort. Fleet, peut-être plus. Fleet. Comme dans Star Trek, ok, très bien. Et en fait, du coup, ça va me permettre de partager cette notion de service, d'accord, avec Fleet, mes services. Je vais pouvoir m'assurer que j'en ai toujours au moins une instance qui tourne dans mon cluster, d'accord, ou n instances qui tournent dans mon cluster, etc. On retombe sur la question de tout à l'heure. C'est une autre façon de gérer mon cluster Docker, en fait. D'accord. Après, c'est une façon très basique. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus basique que celle-là. Il propose un autre service qui est etcd, donc qui permet de partager des données entre tous les membres de mon cluster. D'accord. Du coup, à chaque fois que je publie une donnée dans etcd, les autres CoreOS, les autres clients etcd qui sont sur mon réseau sont aussi notifiés de cette donnée. Donc ça me permet de faire de la configuration réactive. D'accord. Il se passe quelque chose, je publie ce qui s'est passé dans mon démon etcd et mes machines s'adaptent. Par exemple, je suis en train d'arrêter une machine qui contient le service Toto. D'accord. Peut-être, si je l'envoie sur les autres, une des autres machines peut démarrer ce service Toto. Bon, il le fait à travers Fleet, etc. Donc ça me permet de faire des mises à jour de mon OS en automatique. D'accord. CoreOS, il est capable de gérer ça. Donc de gérer le fait que je dois avoir tant d'instances qui tournent dans mon cluster de mon service à un instant T. D'accord. Il y a une mise à jour disponible. Je vais pouvoir redémarrer ma machine tout en m'assurant qu'il y ait bien tant d'instances disponibles. D'accord. Donc une mise à jour du noyau, etc. Où il faut plus maintenant dans les versions récentes de Linux, mais à une époque, il fallait rebooter les machines. Et du coup, il est capable de le faire de façon transparente, sans interruption de notre service. Voilà. Par défaut, c'est désactivé la mise à jour en auto. Si on retourne sur... il a dû finir de démarrer. Voilà. Donc je réessaye le SSH. On est fou. Ok. Alors, il y a un petit problème que je n'ai pas cherché, je n'ai pas résolu. En fait, comme ma machine redémarre, change de fingerprint à chaque fois d'empreinte SSH. Bon, je ne sais pas si ça va sûrement se résoudre. Ah non, ça ne marche pas encore. Bon. Ça a eu marché. Voilà, je suis en train de dépasser mon temps pour une présentation rapide. De quoi? Ouais, c'est trop long, c'est trop chiant. Mais j'ai bientôt fini. Donc, en conclusion, PXE avec Docker, je pense que ça peut être vraiment génial. D'accord. Par contre, pour quelqu'un qui vient, comme moi, du monde de développement, ça nécessite quand même un gros travail d'intégration. D'accord. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comprendre les termes, comprendre les concepts. Pourquoi j'ai des problèmes réseau. D'habitude, on ne se pose pas ce genre de questions quand on est dev. Pas trop. Après, peut-être qu'il y a des gens ici qui font de l'infrastructure, qui ont utilisé PXE, et qui vont dire que ce gros travail, finalement, il n'est pas gros, c'est juste du travail. Voilà. Ça soulève quelques questions. Donc ça, c'est des questions que je me suis posées. Du coup, on a un serveur PXE, d'accord, au début. Donc on peut séparer la partie DHCP de la partie TFTP, etc. Par contre, est-ce qu'on n'arrive pas à des points de points uniques d'échec, de fêlure? Si mon serveur PXE ne marche pas, ma machine n'aboute plus, quoi. Voilà. Alors je pense qu'il y a des solutions pour les résoudre. Comme je dis, voilà. J'ai pas la culture derrière ça pour trouver facilement. Pardon? D'accord. Oui. Ah, effectivement, c'est vrai que je l'ai vu. Le serveur PXE, je peux le mettre dans un doc.
Et du coup, utiliser tout mon orchestrateur de doc pour faire en sorte que j'ai toujours une instance qui tourne. Effectivement. J'ai pas du tout parlé, parce que j'ai pas du tout creusé cette partie-là, de disque. Voilà. Mon Core OS, il est bien joli, il monte en mémoire, mais quelque part, il faudra que je mappe mes volumes. Alors, je peux faire un serveur, je peux monter des points de montage sur des serveurs NFS, ça, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'une idée intéressante, ça serait plutôt que quand j'allume ma machine, eh ben, je récupère ces disques, potentiellement qu'elle a, et que je les enregistre dans un cluster de disques, avec par exemple Safe Storage. Voilà, genre de choses. Donc du coup, non seulement ma machine, les ressources processeur et RAM sont partagées, mais potentiellement on pourrait imaginer ça. Après, du coup, il y a matière pour faire d'autres sessions. On pourrait imaginer que le disque soit repartagé derrière. Qu'est-ce que je fais un peu de mon infra legacy? Bon, ça, c'est une question plus générale. C'est pas une question liée à PXE, mais c'est une question liée à Docker. Si je décide de monter toutes mes machines physiques via PXE sur du Core OS, par exemple, qu'est-ce que je fais des autres machines que j'ai déjà? Qu'est-ce que je fais des services qui ne sont pas encore dans Docker, etc. On l'a vu, mes services, potentiellement, ils vont s'arrêter, ils vont démarrer sur d'autres instances. Typiquement, les services, il faut qu'ils soient un peu designés pour pouvoir être sans session ou avec des réplications de session, des pouvoirs qui sont designés pour que derrière on puisse mettre des load balancers faciles. D'accord, que si je tape pas toujours sur la même instance de mon service, mon application elle marche. Si mon service se déplace d'une machine à l'autre, ça marche. Finalement, quand je conçois mon service, mon application, c'est des problématiques qu'il faut penser à ces problématiques-là. Après, typiquement, comme on s'en rend vachement sur les microservices sont forcément pensés dans ce sens-là. Enfin, devraient être forcément pensés dans ce sens-là. Voilà. Et si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, au lieu d'avoir une infrastructure à base de data center et de SX, je pourrais limite avoir une infrastructure à base de Raspberry, comme sur la photo. D'accord? Puisque finalement, si ma machine a plante, c'est pas forcément très grave. Si mon alim a plante, j'en mets un autre à la place, je le débranche, j'en rebranche un autre, etc. Même physiquement. Okay, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir de la redondance d'alim, de la redondance d'acheter des machines à plusieurs millions. Potentiellement, hein, attention. Là, on rentre dans les sujets après qui peuvent fâcher. On va passer aux questions. Je rappelle juste sur ce slide que le Docker Meetup est disponible du coup sur GitHub. Normalement, vous retrouverez toutes les présentations, si les gens le mettent bien, dessus. D'accord. Moi, j'ai mis les fichiers de conf que j'ai modifiés, d'accord, sur les différents serveurs. Au début, je voulais mettre les images VirtualBox, mais c'est un peu gros. Normalement, les présentations ont été filmées, donc certaines se retrouveront sur YouTube. Ok. Et on est aussi sur Facebook et sur le site Meetup. Ça s'appelle un Meetup. Et après, si vous avez des questions que vous n'osez pas poser maintenant ou dont je ne sais pas répondre et que vous voulez absolument une réponse, vous pouvez me contacter. Donc c'est arnaudbrunet@gmail.com. Voilà. Ça va, je n'ai pas trop dépassé? 40 minutes. Bon, pile poil. Oui, j'ai pas mis le chrono tout de suite. J'ai fermé mon PC, mais c'était pas mieux. Allez-y, posez des questions. C'est votre tour. Vous pouvez poser des questions qui n'ont rien à voir avec ça aussi, qui parlent de Docker de façon générale. Après, les speakers sont là, on peut y répondre par rapport à tout ce que vous avez vu. Oui. C'est lié à ça, en fait. Le PXE, etc. Je peux continuer à parler, si tu veux. D'accord. Tu nous racontes une histoire? Ouais. Alors, d'où ça vient, PXE? Comme je dis, on a bien parlé de soi. En fait, mon premier contact avec PXE, c'est à l'école d'ingé. D'accord. En fait, on avait une salle où on pouvait tout casser dessus, on pouvait installer ce qu'on voulait, etc. Et en fait, quand on redémarrait la machine, on avait un petit menu. Donc, on pouvait casser le bootloader, on pouvait formater le disque, il n'y a pas de souci. On avait un petit menu qui nous disait qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez restaurer la machine? Est-ce que vous voulez quand même booter sur la machine, etc. Donc ça, à mon avis, c'était la première utilisation que j'en ai vue de PXE. Après, la deuxième utilisation, c'est à la maison,
bah, je commence à avoir à stocker du matériel qui marche à moitié. Genre j'ai un portable qui marche pas, dont le clavier marche pas, j'en ai un autre où l'écran marche pas, ce genre de choses. Puis on se dit, bah ça serait bien que j'installe du coup un cluster Docker dessus. Mais c'est chiant parce qu'à chaque fois, il faut que j'installe un Linux, il faut que j'installe, etc. Et du coup, à chaque fois, il faut que je me pose la question comment je mets à jour mes outils et compagnie. Donc j'installe un serveur PXE et c'est parti. Voilà. Bon, si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on termine. Merci Arnaud.